Bonsoir, bienvenue à ce webinaire organisé par la Société canadienne de la sclérose en plaques, qui fait partie de la série de webinaires Ce qu'en disent les experts, auxquels prennent part différents spécialistes en SP. Merci de vous joindre à nous ce soir. Nous tenons à remercier nos partenaires, Novartis, Biogen, EMD Renault et Pandopharm, que vous voyez à l'écran en ce moment, sans qui la tenue de ce webinaire ne serait pas possible. Je m'appelle Jean-Sébastien Lavoie. Il me fait grandement plaisir d'animer le webinaire de ce soir. Avant de commencer, veuillez noter que le webinaire est enregistré et pourra donc être visionné ultérieurement sur notre chaîne Facebook. Vous recevrez un courriel avec le lien vers l'enregistrement lorsqu'il sera disponible. Le lien sera également partagé sur la page Facebook de la Société de l'ASP. Si vous avez des questions pendant la présentation, veuillez les entrer dans la boîte de discussion qui apparaît à l'écran. Bienvenue aussi aux participants qui nous suivent sur Facebook. Vous pouvez également poser des questions en commentaire. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre de ces questions à la fin, après l'intervention de nos deux invités. Après la présentation de Catherine qui suivra juste à l'instant, nous aurons la chance de discuter aussi avec Élise Croteau, atteinte de sclérose en plaques depuis quelques années, qui pourra nous parler de ses questionnements et de situations vécues. Je désire donc maintenant souhaiter la bienvenue à la spécialiste qui prendra part au webinaire d'aujourd'hui, Catherine Plante. Bonjour, merci énormément là, de cette invitation et de me donner cette opportunité de présenter et de parler sexualité et sclérose en plaques. Voilà, merci à toi d'être présente et de nous faire profiter de ton de tes secrets d'experte. Voilà. Quelques mots sur toi. Donc, tu as fait tes débuts sur le marché du travail comme préposé aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes âgées. Et c'est à ce moment que tu as découvert un intérêt marqué pour la relation d'aide et la sexologie. Depuis 2020, tu es une sexologue bachelière. Tu exerces ces fonctions au sein de l'équipe de Biogen, où tu agis comme sexologue auprès des utilisateurs de l'application Abi. Et tu fais également du bénévolat à la Société canadienne de la sclérose en plaques en tant qu'aidante en tant qu'aidante dans le cadre du programme de soutien entre pairs. Donc, Catherine, la parole est à vous. Je te remercie beaucoup. Dans le fond, si je peux parler de moi un peu brièvement, à l'âge environ vers 14-15 ans, j'ai reçu mon diagnostic de sclérose en plaques. Et j'avais déjà l'adolescence là, sur le dos. Alors, je l'ai comme un peu mis de côté. Je voulais rien savoir. Je voulais pas avoir d'autres problèmes. Alors, c'est ça. Je l'ai pas mal mis de côté et je l'ignorais pas. Là. J'en parlais ici et là, mais rien de plus. Là. Puis, vers l'âge de 25 ans, environ 24-25, justement, quand j'étais préposée aux bénéficiaires, dans le fond, de plus en plus, j'avais des symptômes qui apparaissaient. Alors, commençais à vouloir faire des recherches et m'occuper un peu plus de la sclérose en plaques, en fait. Bon, ben là, on va parler dans le fond, c'est ça. Quand j'ai fait mon bac en sexologie, excusez-moi, j'ai vu justement qu'on n'en parlait pas tant que ça de sexualité et de sclérose en plaques. Alors, j'ai voulu faire mes recherches là-dessus et être spécialiste un peu avec ça. Bon, OK, là, on parle de la présentation. Donc, là, j'ai vu que tout le monde faisait des plans de présentation. Alors, voici le mien qui est très simple. Alors, je vais parler de définition de la santé et de la sexualité. Ensuite, des 3 types de difficultés sexuelles en lien avec la sclérose en plaques. Là, ici, je me suis un petit peu trompée, je crois. Non, je me suis pas trompée, excusez-moi. Suggestions et pistes de solutions que je vais lancer, mais c'est plutôt des exemples, là, bien sûr, là, que j'ai lancés comme ça. Là. Ensuite, je vais vouloir parler, oui, bien sûr, du rôle de sexologie en lien justement un peu avec la sclérose en plaques, mais aussi en général, là, bien sûr.
Et excusez-moi, là, puis là, je vais conclure et je vais lancer une ressource, pourquoi pas sexologique. Donc, donc, on va parler de la définition de la sexualité et de la santé sexuelle aussi. Donc, si on peut, j'aimerais pouvoir poser la question à nos deux invités, à Élise et à Jean-Sébastien. Donc, selon vous, que signifie pour vous la sexualité ou la santé sexuelle? Oh! J'ai pas eu le temps de lire, j'aurais dû. Moi non plus. OK. Ben, pour vous, selon vous, là, que signifie quand on parle de sexualité ou de santé sexuelle? Dans le fond, là, on voit ma définition, là, mais juste, je veux avoir votre opinion, là, selon vous. Quand on parle de ça, là, c'est quoi les premiers mots? Mais moi, dans ma tête, c'est drôle, mais c'est drôle, mais c'est pas juste physique. Je pense que c'est mental aussi. C'est comme une espèce de convergence du mental puis du bien-être physique en même temps. Je pense que ça va ensemble. Même si c'est pas vraiment une définition, là, dans ma tête, il y a plus que juste la physicalité de la santé sexuelle. Moi, j'ajouterais peut-être de ne pas sentir qu'on a d'obstacles à franchir pour atteindre notre but à travers notre... là, je parle de but, là, mais je sais pas où je veux en venir. J'ai pas réfléchi longtemps à la question. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais quand même, on voit avec Élise, qu'est-ce que tu disais, là, on voit quand même que la sexualité est quand même en relation avec la santé sexuelle, veux pas. Mais malgré quand même que les définitions sont distinctes, même s'il y a le mot sexualité ou sexe, là, peu importe. Là. OK, là, on va retourner à la présentation. Donc, la définition, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui est plus dit l'OMS, en fait, la santé sexuelle, excusez-moi, est une partie intégrante de la santé. Là, excusez-moi, mais partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans leur ensemble de la personne. Quand on parle de santé sexuelle, ce n'est pas simplement l'absence de dysfonctionnement, de faiblesse ou de maladie. C'est un état de bien-être physique, mais aussi émotionnel, mental et social. Elle requiert aussi une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles. Ainsi que la possibilité d'avoir des expériences sexuelles agréables et sûres, sans contrainte, sans discrimination et sans violence, bien sûr. Pour atteindre et maintenir un bon état de santé sexuelle, les droits sexuels doivent être respectés et protégés. Excusez. La sexualité. Avant aussi, bien que chaque personne a sa propre définition de la sexualité, il reste une partie intégrante de la santé et du bien-être. Et ce, tout au long de la vie de chacun, chacune, de tout le monde, bref. La définition de la sexualité, elle nous amène au-delà du développement biologique, de qu'est-ce que tu parlais là, Élise, et des rapports sexuels aussi. En effet, la sexualité est un besoin, excusez-moi, là, est un besoin et un aspect central de la personne humaine tout au long de la vie. Ça, je pense que je vais le répéter souvent. Donc, elle comporte 6 dimensions qui ne sont pas toujours vécues ou exprimées simultanément. Donc, ma belle petite roue, ici, dans les dimensions, on en retrouve 6. Je ne sais pas si je l'ai dit, là. Donc, ici, bien sûr, on voit la dimension biologique. On voit ici, bon, les différences anatomiques entre les sexes.
les composantes neurologiques et hormonales de la sexualité, le système reproducteur et fertilité. Ici aussi, on voit le cycle de la réponse sexuelle, la puberté, bien sûr, les troubles sexuels et organiques, l'hygiène sexuelle et corporelle, l'apparence physique et les ITSS, infections transmises sexuellement et par le sang. Pas MTS, s'il vous plaît. Non, je vous niaise. C'est ça. Cette dimension englobe les aspects relatifs à notre corps, son développement et son fonctionnement, ainsi qu'à l'anatomie et physiologique du corps. Mais la sexualité aussi présente dans d'autres dimensions, comme vous voyez avec mon beau petit rond. Il y a la psychoaffective. On voit ici le développement sexuel, l'identité sexuelle, les désirs et les fantasmes sexuels, l'estime personnelle comme l'image aussi de soi et l'image corporelle, les préférences érotiques, les orientations sexuelles, aussi les perceptions et les croyances sur la sexualité, les affects, les émotions, les sentiments, le plaisir et le bien-être sexuel, comme les douleurs associées à la sexualité et la communication. Comme nous le voyons, cette dimension concerne l'expression des émotions et des désirs, le développement de son intimité affective et tout ce qui atteint à son image corporelle, son identité de genre et son orientation sexuelle. Dans la dimension cognitive, nous voyons l'information sur la sexualité, les apprentissages, l'acquisition de compétences sexuelles, les habiletés aussi de socio et socio-sexuelles et le langage. Dans cette dimension, excusez-moi, je vais juste boire de l'eau, ça sera pas bien long. Excusez-moi. OK. Dans cette dimension, on voit les connaissances acquises en matière de sexualité par l'éducation et les expériences de vie. Ensuite, je dois changer la page. On voit ici la dimension de l'éthique et légale. Ici, nous voyons la dignité et le respect de la personne, le consentement libre et éclairé, comme les droits sexuels, la protection et l'intégrité, et le respect des lois et des codes de vie. Ici, la dimension englobe le respect de tout individu, c'est-à-dire le respect du consentement à toute action sexuelle, qui doit être libre et éclairée, entre autres. Notre dimension, l'avant-dernière, c'est la dimension socio-culturelle, qui inclut les rôles sexuels, les stéréotypes et les préjugés, les règles, des lois et les normes sexuelles, les comportements reliés à la sexualité, les variations culturelles reliées à la sexualité, la socialisation sexuelle, le soutien social et les services sexologiques, et la possibilité de faire des rencontres interpersonnelles. Cette dimension, comme vous le voyez, englobe le respect de tout individu, c'est-à-dire le respect du consentement à toute action sexuelle qui doit être... Excusez-moi, je me répète, je suis vraiment désolée. On voyait le socio-culturel, je suis vraiment désolée. La dimension concerne ce que la société apporte et ou impose sur la sexualité, c'est-à-dire en fait les rôles de genre, les stéréotypes, certaines images aussi erronées dans les médias et aussi dans la vision d'une autre culture. Bon, enfin, et non le dernier et non le moins, je ne vais pas le passer à travers, c'est le moral et spirituel. Là, j'ai oublié de marquer et religieux aussi, là. Ici, ça inclut les règles de conduite par la société ou la culture, les valeurs, les principes et croyances concernant la sexualité et le respect et l'ouverture à la diversité sexuelle. Comme vous le voyez, en interagissant, les dimensions,
peuvent influencer la vision que nous avons sur la sexualité et aussi la façon dont nous la vivons. Nous pouvons observer que ces dimensions peuvent avoir un impact direct sur chaque personne. En dépit d'être des êtres humains uniques et de nos différences propres à quiconque, l'ouverture et le respect à soi et à autrui est un outil important à considérer pour non seulement une sexualité satisfaisante, mais aussi pour sa santé et son bien-être. Bon, maintenant, parlons des difficultés sexuelles. Donc, la sclérose en plaques. Ah oui, des difficultés sexuelles en lien avec la sclérose en plaques, bien sûr, excusez. La sclérose en plaques peut influer la fonction sexuelle. Pourquoi je serais là d'abord pour en parler? Ces difficultés sexuelles peuvent être classées en 3 types. Donc, le trouble primaire, secondaire et tertiaire. Je vais reprendre une gorgée, excusez-moi. Donc, les troubles primaires. Donc, les troubles primaires sont causés directement par la démyélinisation. Je ne sais pas si je le dis correctement, je le dis tout le temps, démyélinisation de fibres nerveuses du cerveau ou de la moelle épinière. On parle ici de la diminution de l'absence de la libido ou de désir sexuel, la diminution de la sensibilité génitale, la diminution aussi du tonus des muscles vaginaux, la difficulté d'érection, la diminution de la lubrification vaginale et de l'engorgement du clitoris, ou sinon des troubles de l'orgasme. Les troubles secondaires sont causés indirectement, ceux-là, par les symptômes de la sclérose en plaques et ou, bien évidemment, des effets secondaires des médicaments. Si on parle de fatigue, de spasticité, des troubles urinaires, vésicaux et ou intestinaux, de troubles sensoriels et ou cognitifs, de l'affaiblissement musculaire, aussi de l'altération des sensations, des tremblements, de la douleur et bien d'autres. Bon, les troubles tertiaires, excusez. Bon, les troubles tertiaires, eux, sont causés aussi indirectement, mais par contre par les impacts psychologiques, émotionnels, sociaux et culturels. Là, on parle aussi de difficultés de communication, d'anxiété de performance, de diminution de l'estime de soi, de l'image de soi et ou de la confiance en soi, de la crainte d'avoir perdu de son attirance sexuelle, de la culpabilité, sentiment de dépression et ou de dépendance, des craintes à propos de ses aptitudes à satisfaire sexuellement, un sentiment de colère et ou des conflits de rôle dans la famille. Comme nous le voyons, la sclérose en plaques peut influer de façon directe et ou indirecte la sexualité de façon directe et ou indirecte la sexualité. Et elle peut aussi affecter l'expérience et la perception de la sexualité et de l'intimité de la personne et aussi de son entourage. Alors, pourquoi parler de sexualité? Les difficultés sexuelles sont plus fréquentes chez les personnes atteintes. Également, plus de 60% des personnes atteintes n'ont jamais parlé aux médecins de leurs difficultés sexuelles. De ce fait, il n'y a pas ou rarement des soins de santé sexuelle spécifiques
auprès des personnes atteintes de la sclérose en plaques. Et encore une fois, elle fait partie de la santé, du bien-être et de la qualité de vie d'une personne. L'intervention, l'action la plus facile et simple de présenter comme exemple, dans le fond, même si elle n'est pas si simple que ça pour certaines personnes, c'est d'en parler. De parler de sexualité, de parler de vos difficultés, de vos inquiétudes ou de vos questionnements. Bref, oser parler de sexualité, soit avec une personne proche ou avec une personne qui est membre de l'équipe soignante, ou même avec votre neurologue qui sait. Voilà. Souvent, j'entends dire que la communication est le moyen le plus efficace pour le couple ou pour juste en parler. Mais ce qui n'est pas faux, mais pas si simple que ça. Même moi, en tant que sexologue, je dis, ça m'est déjà arrivé d'avoir la difficulté d'en parler. Bon, OK. Donc, ici, je lance des suggestions et pistes de solutions. Ce n'est que des exemples. Je ne sais pas si je peux ramener nos amis, Élise et JS, pour parler des points, dans le fond. Mais sinon, c'est pas grave, je peux en parler seule. Donc, c'est ça. Dans les suggestions et pistes de solutions que je lance, qui peut aider, dans le fond, à améliorer la communication sur le plan sexuel. Donc, soulever, OK, oui. Bon, un des plans et un des plus faciles pour ceux qui n'ont pas de misère à en parler, de sexualité ou de sclérose en plaques, c'est bien sûr de juste soulever le sujet ou la difficulté, lancer comme thème ses désirs sexuels ou le problème, dans le fond. Juste le lancer, juste parler. Et il y a du monde qui n'ont pas de difficulté. Ou même si on a de la difficulté, juste écrire sur une feuille ou d'en parler. Mettons, connaître ses envies, ses pensées, besoins et limites sexuelles, de même qu'à l'autre partenaire aussi. Juste en parler là, sur, mettons, une liste, ça pourrait aider. Aussi, une autre activité qui serait très intéressante aussi pour parler et améliorer sa communication, ce serait de redéfinir et élargir la définition de la sexualité. N'oubliez pas que chaque personne a sa propre définition de la sexualité. D'autres exemples aussi que je lance, ça serait aussi de discuter et déconstruire les mythes et préjugés de la sexualité et la sclérose en plaques. On entend tellement parler là, de tellement de mythes et préjugés sur la sexualité, beaucoup quand même là, sur aussi la sclérose en plaques ou les handicaps ou les difficultés que le monde peut vivre aussi. Ça, c'est quand même c'est très intéressant comme activité aussi, là, d'en parler aussi, là, même avec ses amis ou avec, bon, dans le couple. C'est ça. C'est intéressant aussi. Un autre que j'aime bien aussi, c'est découvrir d'autres moyens que l'orgasme et la pénétration, qui est quand même, pour, je pense, la majorité du monde, que c'est un but très important à aller atteindre, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui arrive. Il faut, à quelque part, avoir l'esprit large, ouvrir d'autres alternatives afin d'atteindre le plaisir sexuel. Il n'y a quand même pas juste l'orgasme et la pénétration qui donnent du plaisir. By the way, si je peux dire un terme en anglais, désolé. Un autre aussi qu'on n'en parle pas en groupe aussi, en couple souvent, c'est la masturbation individuelle et en couple. Découvrir son corps et ses zones érogènes qui peuvent être désagréables, mais aussi sensibles, mais bien sûr agréables.
je vous suggère de le faire en premier lieu individuellement. On peut découvrir justement, comme là je l'ai dit, là, découvrir son corps et apprendre davantage sur soi. Et aussi, on peut apprendre aussi à aller à son rythme, atteindre le plaisir. Bon. Je sais pas si avec nos invités, ils ont une opinion sur les points que j'ai lancés, si ils veulent en discuter, ou je sais qu'on peut être gêné, mais je lance C'est vrai que une c'est ouverture. gênant. Oui, hein? Mais C'est est-ce pas... qu'en couple, c'est difficile? En couple ou même auprès de ses amis, est-ce que c'est difficile d'en discuter? Moi, j'ai envie de dire que Oui, ce vas-y. qui est difficile, c'est non seulement c'est déjà un obstacle, des fois, de parler de la SP en soi, puis des fois, c'est un obstacle de parler de sexualité avec ses amis, mais là, après ça, de mélanger les deux, là, tu viens d'entrer dans quelque chose de tellement, des fois, qui peut être assez lourd pour quelqu'un qui est pas dans cet univers-là. Donc, des fois, on veut pas, tu sais, imposer ça dans l'atmosphère, donc on va se retenir à ce niveau-là. Fait que dans le fond, juste le mot sexualité et parler, tu veux dire en groupe ou juste avec une personne? Dans le fond, tu voulais dire avec tes amis et ton couple et avec le neurologue, tout le monde que j'ai parlé? Ou, Oui, ben assez en général, j'aime croire que peut-être dans certains aspects, si je peux dire personnellement, dans mon couple, heureusement, c'est pas tant que ça un problème d'ouvrir ce sujet-là, donc ça aide. Mais j'aime imaginer pour quelqu'un d'autre dans une autre situation ou pour aller chercher comme un point de vue extérieur, c'est pas nécessairement un sujet qui me semble super facile d'entrée de jeu. Puis c'est pour ça que je trouve ça super intéressant aussi d'aborder le fait que c'est pas nécessairement quelque chose de super simple et naturel à faire. ben, c'est sûr que ça aide. Excuse-moi, Élise, vas-y. Ah, c'est correct. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu discutes, c'est l'espèce de mythe, de préjugés. Dans notre société d'aujourd'hui, on est bombardé d'images de qu'est-ce que la vie sexuelle devrait être. Puis je pense que c'est peut-être pas nécessairement des questions que les gens se posent, mais quand on a une SP, des fois, c'est quelque chose qui arrive parce que on a des symptômes, parce qu'on a de la fatigue, puis on se pose des questions soit dans notre couple existant ou lorsqu'on est célibataire. Fait que ce que je trouve le fun, c'est que tu challenges cette espèce de vision-là, puis on s'entend là, le sexe vend. Fait qu'on est bombardé d'images puis de représentation dans les médias là-dessus. Fait que je trouve ça le fun de dire on découvre d'autres moyens, on discute des mythes. C'est une des façons de communiquer qui est avantageuse. Mais aussi, souvent, qu'est-ce qui aide, c'est juste en parler, là, c'est vrai que, bon, là, c'est un peu facile de juste dire les mots, mais mettons, t'es avec une personne, juste lancer, mettons, le thème, ou c'est vrai que c'est pas facile, mais quand un coup qu'on se lance, là, ou juste des histoires, discuter ou écrire, tu sais, ça aide beaucoup, là, l'idée, là, ou des jokes, là, ça peut aider, là, justement, à lancer le sujet et d'en parler librement, là. Mais c'est Mais vrai déjà, que c'est pas facile. Oui, oui, vas-y. excuse-moi, je voulais juste dire, moi déjà, il y a un truc vraiment mental que je viens d'apprendre grâce à toi, c'est un peu tout le côté primaire, secondaire, tertiaire. Il y a tellement de moments où je me dis, ben c'est pas un problème. Je dis ça comme ça m'arrive à tous les jours, mais je veux dire, des moments où je me dis, ah, est-ce que c'est un problème qui est sexuel ou un problème de SP? Est-ce que c'est un problème qui est psychologique ou un problème de SP? Mais en fait, ça peut être vu comme étant, c'est un problème, point, puis il faut l'adresser. Tu sais. Mais oui, oui, un problème, mais aussi, ouais, c'est ça, comme tu disais, là, on peut l'adresser, trouver des moyens aussi. Trouver aussi, ouais, c'est ça, trouver des moyens là, pour justement à ce que ça ne donne pas de grosses conséquences là, après. Là. Excusez. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Jean-Sébastien puis Catherine, parce que je pense que c'est un sujet qui est généralement tabou.
puis on n'en parle pas nécessairement. Puis comme Jean-Sébastien, tu disais, ajoute la SP dans le mix. Puis de savoir justement qu'est-ce qui est arrivé avant, la poule ou l'œuf, tu sais, c'est quoi, mais de la façon que tu l'as exprimé, Catherine, c'est super intéressant, là, de primaire, tertiaire, secondaire, pardon, j'en ai oublié un. En tout cas, je trouve que finalement, c'est l'ASP qui peut affecter de multiples dimensions, là, dans le cas de la vie sexuelle. Oui, oui. Puis souvent aussi, là, plein de difficultés, là, c'est en lien avec le tertiaire aussi. Là, drôlement, souvent, comme on disait tantôt, on est tellement entouré de problèmes sociaux, culturels et j'en passe, psychologiques. Mais donc, bon, je vais conclure tout de suite, là, mais ça serait tellement une discussion, on pourrait passer des heures à en discuter. Donc, je vais me dépêcher. OK. Oui, bon, il y a quand même des bénéfices à consulter en relation d'aide en sexologie. Dans le fond, avec les titulaires d'un diplôme en sexologie. Ces membres de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec vous guideront afin d'améliorer, de maintenir et de rétablir votre santé sexuelle. Et tout cela dans le but de favoriser un meilleur équilibre en interaction avec votre environnement. Donc, pour conclure la présentation, la sexualité doit faire partie d'un processus continu lors des rendez-vous avec l'équipe soignante et médecine neurologue, selon moi. C'est rien que mon questionnement, ma vision. En effet, nous devons avoir accès à des soutiens professionnels permettant d'exprimer nos besoins sexuels, de mettre en mots nos préoccupations sexuelles et de recevoir les bonnes informations et les meilleurs conseils qui peuvent aider à surmonter les difficultés. Ici, je vous partage une ressource utile si vous voulez aller consulter auprès des sexologues ou avoir des informations. C'est ça, excusez-moi. Allez, c'est juste l'opsq.org. Si vous voulez aller consulter, dans le site, il y a juste un onglet « Trouver un sexologue ». Vous pouvez effectuer une recherche pour voir un professionnel en sexologie et ou en psychothérapie qui offre des services à titre de travailleur autonome à travers tout le Québec. Alors, je crois que c'est correct. J'ai terminé. Mais merci beaucoup. En tout cas, merci Catherine. J'ai comme pas fini de tout emmagasiner ce que tu nous as dit. Je suis comme parti dans ma tête. Oui, je sais, beaucoup d'informations. J'ai donné beaucoup de théories de la sexualité, mais c'est ça. C'était très, très, très intéressant. Merci énormément pour toute cette information-là. Je suis très content moi-même de l'avoir reçu. J'espère que tout le monde qui nous écoute aussi. Donc, je vais donc céder la parole à Élise Croteau, qui est avec nous, qui, elle, va nous partager son histoire et sa vision des choses concernant le bien-être sexuel. Et nous aurons ensuite une petite discussion par rapport à ça avec, entre autres, vos commentaires. Donc, Élise, la parole est à toi. Merci, Jean-Sébastien. Vraiment intéressant, Catherine. Ça met des mots, en fait, sur des choses que je pense que tout le monde vit. Fait que c'est super intéressant. Donc, topo, je me présente, Élise. J'ai eu mon diagnostic de SP en 2016. Et en fait, le point de vue que je vous apporte, c'est que je suis célibataire depuis 2016. Donc, pour moi, la vie de couple puis la vie sexuelle avec une partenaire, c'est pas une réalité que je peux vous jaser, mais je peux vous jaser du reste. Puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes symptômes, j'ai une SP, je suis médicamentée, j'ai des médicaments pour la douleur neuropathique, j'ai des engourdissements, j'ai beaucoup de fatigue, je vis avec la douleur au quotidien. Donc, c'est sûr et certain que quand je pense à la vie sexuelle, puis à potentiellement rencontrer une partenaire, une amoureuse éventuellement,
ben je me pose des questions, puis j'ai des inquiétudes. Puis là, c'est vraiment intéressant parce que ce que Catherine proposait, là, les catégories de primaire, secondaire, tertiaire, ben j'étais capable d'en cocher puis de dire ah oui, ça c'est moi. Tu sais, évidemment, il y en a qui s'appliquent, il y en a qui s'appliquent pas. Je peux vous dire que j'ai pas de problème de libido comme tel, mais par contre, j'ai une inquiétude, une difficulté peut-être à accepter moi avec la maladie, puis un questionnement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, vie sexuelle est intimement reliée à l'intimité. Intimement reliée à l'intimité. Ouais. Euh, puis c'est vraiment important pour moi dans une relation avec quelqu'un. C'est mon objectif d'éventuellement rencontrer quelqu'un pour partager ça avec elle. Mais je me pose des questions par rapport à ma SP. Est-ce que ça va affecter notre vie, que ce soit l'intimité ou la vie sexuelle? Il y a une diminution de l'estime de moi-même, un questionnement, une peur du futur. On sait toutes et tous que la sclérose en plaques vient avec son lot d'incertitudes. Je pense que Catherine, Jean-Sébastien, vous allez être d'accord avec moi qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, comment est-ce que je peux me sentir belle puis désirable avec une sclérose en plaques? Comment est-ce que je peux rencontrer quelqu'un, partager une relation avec cette personne-là, puis avoir une ouverture, puis une authenticité par rapport à ce que je vis. Puis on le sait, je pense que d'exprimer comment la sclérose en plaques nous affecte, ben ça fait que ça peut être difficile pour nos conjoints, familles, amis, de comprendre comment est-ce que ça peut nous affecter au jour le jour. Fait que c'est sûr que je sens une inquiétude par rapport à ça, puis une relation. Mais juste pour vous raconter une tranche de vie rapidement avant qu'on passe aux questions, j'ai eu un blind date au printemps dernier. Puis je me pose beaucoup de questions sur quand est-ce que je vais dire que j'ai la sclérose en plaques si je rencontre quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose genre bonjour, je m'appelle Élise et j'ai la sclérose en plaques, ou c'est quelque chose qu'il faut que j'attende? Quand est-ce que ça devient comme un vice caché finalement? Et je vous jure, sans le vouloir, je pense que j'ai fait mon coming out de SP dans les 5 premières minutes. Puis la personne était super sympathique, puis elle m'a posé des questions, puis elle avait une ouverture. Mais c'était juste drôle parce qu'en réfléchissant, je me suis dit, ça fait tellement partie de mon quotidien, ça fait tellement partie de moi que c'est sûr et certain que ça va être une partie importante de ma relation. Puis je crois, ben Jean-Sébastien, tu pourrais peut-être commenter sur toi si ça fait partie beaucoup de ton couple. Puis Catherine aussi, je pense que tu as quelqu'un dans ta vie. Mais c'est sûr que pour moi, ça va faire partie de ma relation. Que ce soit au niveau relationnel, comme je disais, pour moi, c'est intimement lié, puis l'intimité. Fait que voilà, c'est mon histoire de vie. Ben merci, toujours très pertinent d'entendre ça. C'est fou à quel point ça doit rejoindre aussi énormément de gens parce que quand on parle de couple et tout ça, je veux dire, le fait de rencontrer quelqu'un et de se demander quand est-ce qu'on doit dire ces choses-là, si on a des problèmes aussi, ça rejoint aussi plein de choses que tu as dit plus tôt, Catherine, par rapport aux problèmes psychologiques qui peuvent venir avec des problèmes de douleur ou autres qui puissent affecter nos performances ou comment on voit notre performance sexuelle. Donc, j'imagine que c'est quelque chose que j'ai pas vécu de mon côté. Je suis avec la même personne avec qui j'ai reçu le diagnostic en 2015. Et je trouve ça super intéressant d'entendre cet envers-là de la médaille. Donc, merci, Élise, pour ton... Ça fait plaisir. Si vous avez des questions, je sais que les gens vont pouvoir poser des questions. Là. On a ça, on a des belles petites questions qui vous attendent, les filles. Alors, je vais vous lire ça. Et n'hésitez pas à sauter et répondre aux questions ou même allez-y. On est là, on a quelques minutes pour y répondre. Essayons de répondre au plus qu'on peut. Donc, la première question, c'est est-ce que la libido est affectée directement par la sclérose en plaques? Je pense, Catherine, que tu parlais tu sais, quand c'est direct, c'est plus dans des problèmes qui sont primaires. Donc, est-ce que la libido fait vraiment partie de cette première raison-là
Ben, c'est sûr que dans les troubles primaires que j'avais parlé, oui, il y avait la baisse de la libido et du désir sexuel. Mais aussi, parfois, il faut se poser des questions si c'est vraiment en lien avec la sclérose en plaques ou d'autres facteurs, par exemple avec l'âge ou euh, de- des facteurs sociaux. Tu sais, ça peut être beaucoup en lien avec ben, dans le fond, avec toutes les types de difficultés, là, dans le fond, de troubles primaires à tertiaire puis secondaire. Donc, c'est sûr que ça peut tout être en lien, là, je veux pas nécessairement avec la sclérose en plaques, là. Mais Ouais, c'est oui, ça. ça peut être en lien. Mais j'ai l'impression que c'est ça, comme tu disais, même si c'est pas directement lié, je pense qu'il faut être à l'écoute de ce qu'on vit, tout simplement, et de pas avoir Exact. peur d'en parler. Mhm. Je pense que Euh, c'est ça, c'est pas automatique. Ça, je peux dire de mon expérience personnelle, c'est peut-être pas automatique, mais je pense que ce que Catherine dit, c'est exactement ça. Là. Il y a d'autres facteurs, tu sais, ça a d'autres impacts. Mhm. on va y aller avec une deuxième Ouais. question. Est-ce important de consulter une sexologue qui connaît bien la sclérose en plaques? C'est sûr que moi, je te dirais, ben, ça peut dépendre, parce que c'est sûr que si tu te présentes pour avoir un rendez-vous, c'est sûr elle va faire ses propres recherches, là où la sexologue, là, elle va pas, à quelque part, elle va vouloir, oui, savoir un peu les gens qui sont atteints de la sclérose en plaques, qu'est-ce qu'ils vivent en général, puis aussi, qu'est-ce que la personne en tant que telle a vit. Elle va vouloir te connaître et tout, là, ça c'est sûr, là, que... J'ai- ben c'est ça, mais j'aurais côté... oui, oui, vas-y. j'aurais juste envie d'ajouter, est-ce que dans votre parcours en études de la sexologie, est-ce que Mhm. ça fait partie de de ce qu'on apprend, tout le côté maladie chronique en général et à quel point ça affecte la sexualité ou il faut faire ses recherches ou il faut se spécialiser? Dans mon temps dans mon temps de mes études, il n'y avait pas vraiment un cours, me semble, là-dessus, mais j'ai découvert que justement, ils ont lancé des cours sur les maladies auto-immunes, les difficultés, les situations, excusez, les personnes en situation de handicap. Ça, je sais que j'ai vu qu'il y avait un cours là-dessus avec ceux qui sont au bac, oui, excusez, au bac, euh, en sexologie, là, excusez-moi, là, je déparle. C'est bon. Une troisième question, moi, Élise, avais-tu quelque chose à ajouter? Ben, tout ce que je peux dire, je peux pas dire que j'ai déjà consulté de sexologue, ce qui risque d'arriver un jour maintenant que je sais qu'est-ce que ça fait et les J'encourage. avantages. Mais les intervenants en général, je fais affaire. En tout cas, je consulte une psychologue qui est spécialisée en maladies auto-immunes. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'apporte tu sais, des histoires ou des anecdotes ou des expériences qui ont rapport avec les maladies auto-immunes. Fait que c'est peut-être pas la norme des personnes ressources qui sont spécialisées là-dedans, mais ça peut être, si c'est une option, ça peut peut-être être intéressant. Merci. Mhm, oui, en effet, excusez. Ah, c'est bon. Moi, j'avançais. Je vais te laisser terminer, Catherine. Ok, non, mais ça, je voulais juste dire, c'est bien que, ben, il y a des professionnels, c'est ça, qui se spécialisent là-dedans et c'est très important. On devrait en fait parler plus de sclérose en plaques, mettre un peu de l'avant et ça pourrait. Ah, excusez-moi, je sais plus comment dire ça. Là. Je pense que je commence à déparler pas mal, là, mais on devrait mettre plus ça à l'avant. La sclérose en plaques, qui est plus du monde qui justement étudie là-dessus, qu'il y ait plus de professionnels dans tous les domaines, en fait. Je parle. Alors, Oui, Je suis je voulais d'accord. juste dire ça. clairement, clairement. Je suis Euh, d'accord. notre,
Une troisième question ici. Mhm. Si quelqu'un n'est pas à l'aise de parler de ses troubles sexuels avec un inconnu, une inconnue comme une sexologue, comment commencer une relation de discussion avec une sexologue? Est-ce que, dans le fond, rassure-nous sur de quoi ça a l'air la première fois qu'on s'assoit dans un bureau avec une sexologue et qu'on lui pose des questions sur notre vie personnelle et intime. Mhm. Je sais que c'est pas facile. Comme je disais tantôt, moi, euh, mettons avec mon médecin, là, j'en parle pas vraiment. Je suis gênée. C'est ça qui est drôle. Ben, j'ai déjà été gênée. C'est sûr que moi, je conseillerais de, comment je faisais ça, pas nécessairement de se parler soi-même, mais de connaître soi-même justement ses besoins, ses limites. Pourquoi tu as de la difficulté ou gêné de parler à un professionnel ou à une sexologue? En quoi tu veux trouver tes besoins? Pourquoi tu veux parler avec une sexologue? Oui, je sais que, mettons, peut-être tu commences à trouver une difficulté sexuelle, mais pourquoi d'identifier ce besoin? Ça serait peut-être plus facile d'en parler ensuite avec un ou une sexologue. Euh, c'est plus ça, là. Je commence à être fatiguée. J'ai une question pour toi, Catherine, Oui, par rapport à ce que tu vas-y. dis. Si je me présente dans un bureau avec une sexologue, puis j'ai de la misère à identifier mes besoins, mais je sais juste que j'ai besoin que ça change, est-ce que là ou le sexologue peut m'aider là-dedans, dans la recherche des besoins, puis peut comme poser des questions, me faire des devoirs pour justement explorer les besoins? C'est sûr que déjà, je trouverais ça génial que tu es venu, mettons, là, c'est moi, là, t'es venu me voir. C'est sûr que je vais aussi beaucoup travailler un lien de confiance avec toi. Et c'est sûr que c'est ça, lien de confiance. Je vais te montrer beaucoup d'empathie. Puis c'est ça, avec un lien de confiance, je vais t'amener je vais pas nécessairement à en parler. C'est sûr que si t'es pas prête, je vais pas t'obliger, là. Je vais pas te menotter puis m'en parler, là. Si t'as envie, je vais attendre que t'aies envie d'en parler, puis je vais beaucoup travailler le lien de confiance avec toi, là. Puis aussi, je me demanderais pourquoi elle est venue de bord m'en parler, tu sais. Ah, ouais. Donc, si je peux résumer la réponse à la question, les sexologues n'ont pas de menottes et n'obligent pas les gens à parler. C'est déjà très rassurant. Une question un peu complémentaire ici que j'ai envie de lancer tout de suite. Oui, vas-y. Si on est en couple, est-ce que il serait recommandé de consulter en couple pour des problèmes sexuels reliés avec l'ASP? Très bonne question. C'est sûr que si euh, vous avez envie, si c'est aussi un problème... non, dans le fond, non. Excusez, je me réponds moi-même, là. Non, vous pouvez très bien, je le conseille parce que ça peut amener à connaître l'autre personne, puis aussi à quelque part, euh, vous pouvez avoir des moments seuls avec la sexologue si vous avez des aspects où vous voulez pas discuter avec l'autre conjoint ou conjointe. Mais c'est sûr que vous voyez les mêmes heures égales avec le ou la sexologue. Je ne sais pas si je m'exprime bien, là, mais c'est sûr que c'est conseillé parce que vous entendez quand même un peu les commentaires, les conseils de l'autre. Excusez, je ne sais pas si je m'exprime bien. Non, mais non, je trouve c'était ça clair. intéressant. Ouais, okay. Absolument. Je pense personnellement, c'est quelque chose qui me parlerait si j'étais en couple. Parce que, comme tu disais tantôt, la vie sexuelle, c'est personnel, mais ça se partage aussi. C'est un peu drôle comme façon de le dire. Fait que, intéressant. Oui, mais aussi, c'était peut-être ce que j'ai dit tantôt, ça aide à savoir un peu aussi qu'est-ce que l'autre pense. Aussi d'avoir une autre opinion. Oui, et puis en plus, j'ai envie d'ajouter, si
C'est un des problèmes, c'est mettons, la peur de mal performer. J'imagine que de pouvoir en discuter en couple, Mhm. c'est sûr que ça peut aider. Euh, je, je, Mhm. je, Exact. je sauterais maintenant sur une question un peu plus large, un peu plus expérience qu'on vit chacun. L'image de soi peut prendre un coup assez dur avec la médication, les Mhm. effets secondaires. Donc, comment se vendre comme lorsqu'on est à la recherche d'un ou une partenaire? Aïe, aïe, aïe. Dr. Love? Ça, ça, c'est Elise, ça? Non, c'est pas moi ça. Ça, C'est c'était moi qui réponds. Jean-Sébastien. Non, mais tout le Tout monde, le monde, écoute, les trois. comment se vendre? Ouais. Comme je vous ai dit dans ma tranche de vie de blind date, moi, je me suis vendue SP en moins de 5 minutes. Puis j'ai L'honnêteté, réalisé dans le que fond. l'honnêteté, en fait, c'est Ouais. très drôle, mais on prenait un café, puis j'ai dit, je vais prendre mon lait d'avoine, puis elle disait, ah, tu prends pas de produits laitiers. Puis là, ça m'a tout fait débouler dans mon plan nutritionnel pour la SP, tu sais. J'aurais Mhm. juste pu dire, j'aime bien le lait d'avoine. Ça aurait fini là. Ah. Mais C'est ça. Mhm. comment se vendre? C'est une bonne question. Puis pour moi, personnellement, en recherche de partenaires, j'ai de la misère avec cette question-là. J'ai pas de réponse parce que, comme je vous ai dit, je l'ai dit en 5 minutes. Puis pour moi, c'est quelque chose que je traîne, que ma partenaire va être prise avec. Elle aussi va vivre de l'incertitude par rapport à moi, par rapport à ma maladie, par rapport à l'évolution. Donc, pour moi, c'est lourd. Puis je pense que c'est un work in progress. C'est quelque chose sur laquelle je travaille. Je suis entourée j'ai pas de sexologue, mais j'ai une psychologue, comme je vous disais, qui travaille avec des maladies auto-immunes. Fait que c'est tout dans les dimensions de comment je peux me sentir bien avec ça, puis d'amener quelque chose dans une relation qui n'est pas un poids, qui est la SP. Fait que c'est ce que je répondrai pour moi. C'est une Mhm. bonne Ah, c'est réponse. très intéressant, là, oui, oui. Moi, j'ai Euh, toujours dit ça à la rigolade. ouais. Ouais, c'est ça, donc j'ai toujours dit que c'est mon enfant. Ah Je l'ai oui. eu à 15 ans, puis je m'en occupe. Il y a des journées où on ne sait jamais à quoi s'attendre, puis quand ça arrive, bon, ben, je suis aux soins. Je suis à mes soins. Hmm. Ben, on dirait que c'est une Mais belle ça, ouais. analogie quand même tu sais, pour montrer Mhm. je pense, l'importance que ça prend dans une vie. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on peut nécessairement cacher facilement. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qu'on Mhm. veut cacher parce que j'ai pas Non. l'impression que de le cacher, c'est. Moi, j'ai eu une grosse période de déni après mon diagnostic. Fait que Mhm. maintenant, ce que je dis à tout le monde, c'est ouais, regardez-la en face. Ah Mais ah. ouais, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien, c'est sûr que j'ai pas expérimenté à ce niveau-là, mais j'aime bien tout le côté honnêteté et franchise. En général, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut rapidement porter à deux plutôt que de le porter en secret d'un côté. Puis après ça aussi, si c'est un deal breaker, excusez, quelque chose euh, Qui met un stop à qui, la relation. qui met un stop à la relation, merci. J'essaie de pas faire trop d'anglicisme. Ben, on peut savoir plus tôt que tard, même si c'est pas nécessairement facile. Des fois, on aimerait ça que ça soit pas que ce soit pas le cas, fait qu'on n'a pas envie de le dire pour pas se faire avoir la vérité en face, là. Ouais, Donc, Mhm. absolument. C'est sûr, un travail en soi, c'est très important quand on veut prendre le temps là, de connaître là, ses désirs, ses difficultés, qu'est-ce qu'on vit. Ça aide là, à mhm, se connaître là, soi-même, là, à savoir réellement en quoi là, tu veux comme avancer dans ta vie. Parce qu'à quelque part, veux pas, comme je disais au début, là, c'est un besoin. Puis c'est pas nécessairement aussi là, dans des activités là, sexuelles, là, c'est plus, ben c'est ça, l'image de soi là, en tant qu'être sexuel, mhm. dans le fond. Euh, J'aurais une autre question ici. Comment savoir si mon Et médicament affecte ma libido ou si c'est d'autres facteurs comme le stress ou la ménopause? ça peut être aussi les trois. Ça peut, ben c'est ça, les trois, je peux.
Ben, c'est sûr que les médicaments, je ne veux pas vraiment m'affondrir là-dessus, mais en général, oui, c'est les trois. Puis on peut en rajouter d'autres, là, comme dans les troubles primaires, secondaire, tertiaire, on peut toutes les mettre là-dedans. Ah, j'ai une question super intéressante ici. Oui. C'est quelqu'un qui nous dit je suis une intervenante dans le réseau de la santé, volet programme personnes handicapées. De quelle manière ou quelle est la meilleure question à poser afin d'aborder le sujet avec une personne atteinte? Bonne question. Une excellente question. Ah, C'est sûr que ça dépend du lien que tu as. Ben, en tant que, dans le fond, intervenante, c'est son client. C'est sûr que... Hey, ça me fait réfléchir. C'est sûr qu'on... C'est une idée, Élise. Moi, je vais réfléchir. Ben moi, la seule chose comme patiente, j'ai jamais entendu mon équipe de support me parler de sexualité. Fait que peut-être juste de mentionner que ça existe puis que c'est une dimension à laquelle Oui. ils seraient ouverts ou ouverts à jaser. Déjà ça, je pense que ça pourrait juste planter la graine de c'est spécial. Ça m'est jamais arrivé avant. Je peux en parler. Ça. J'ai envie de dire... Ouais. Oui, vas-y. Ah non, mais c'est juste exactement. Moi, juste la conférence de ce soir, c'est une graine qui s'est plantée dans ma tête d'une autre dimension complètement. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Élise, là-dessus. Mettons, on peut parler aussi de sujets comme, mettons, dans les points là que je parlais, là, parler justement des... le mot, il me vient pas. Des mythes et préjugés en lien. Tu sais, discuter avec la personne, de lancer un sujet, même une joke. On peut l'utiliser l'humour ou l'écriture. On peut choisir là, plein de moments, pas de moments, mais de manières de présenter peut-être juste le sujet ou, mettons, juste un fait. Puis tout de suite, ça peut partir à discuter le sujet. Tout à fait. Ouais. Pour terminer, parce que le temps file, mais comme tu disais plus tôt, Catherine, on pourrait parler de ça pendant des heures. Je nous laisse sur un petit commentaire qui a été écrit, qui semble être un beau commentaire assez positif sur le webinaire qu'on vient de présenter. Le commentaire va comme suit. Je suis vraiment contente d'avoir assisté à cette conférence. Les types de troubles vont aider beaucoup aux discussions. Les suggestions et pistes de solutions, je réfléchis vite et trouve des trucs déjà. Vous êtes inspirant et intéressant. Le sujet n'est pas évident dans le sens où c'est effectivement un sujet plutôt tabou, même en 2021. Merci beaucoup. Ah, mais ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est tout le temps que nous avions pour ce soir. J'aimerais prendre un petit moment pour remercier chaleureusement nos deux conférenciers, Élise et Catherine. L'information qu'ils nous ont procurée, je pense qu'ils vont être très utiles pour tout le monde, y compris moi-même. Donc, je suis très content d'avoir été comme aux premières lignes de ce webinaire. En terminant, je vous rappelle que les enregistrements des webinaires précédents sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Encore une fois, nous tenons à remercier nos partenaires Novartis, Biogène, EMD Serono et Pandopharm. Je vous remercie d'avoir pris part à ce webinaire qui s'est tenu ce soir. Merci Catherine et Lise. Moi, je trouve que c'est toujours super intéressant juste de parler, juste de discuter de tout par rapport à la SP. Souvent, une phrase lancée comme ça par quelqu'un qui vit quelque chose va rejoindre une autre personne atteinte de SP. Et à chaque fois, ça me fait moi-même avancer dans dans ma propre aventure avec cette belle petite maladie-là. Belle, en tout cas. Hey, merci beaucoup pour le reçu. Merci Catherine pour l'information. Oui, ben, ça me fait plaisir. Et gênez-vous pas, là. Moi, j'aime ça parler de sexe. Sexe, c'est sexuel. Sexe, c'est SP. Voilà.
Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, tout le monde à la maison qui nous regardait, et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, tout le monde. Bonne soirée.